Bonjour, je suis Mehdi de Death Podcast. Death Podcast, c'est un rassemblement d'émissions autour de ce que certains appellent parfois la pop culture, donc jeux vidéo, cinéma, manga, animation, etc. J'en passe. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous dire que nous avions enregistré les 9 et 10 mai une série de sujets autour de la question de penser, repenser le confinement et le déconfinement. Alors effectivement, même si nous en sommes sortis de ce confinement, aujourd'hui la question reste d'actualité. Et cette série de vidéos qui regroupaient autant des chercheurs du champ de l'université, sociologues, psychologues, sociologues, des éducateurs, également des artistes, des vidéastes, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos, à vous y intéresser, à me faire des retours, et puis j'espère aussi à être intéressé de rejoindre et suivre les émissions de Death Podcast auxquelles vous pourrez vous abonner, trouver aussi des sources par rapport aux vidéos que vous verrez aujourd'hui. Merci, à bientôt. Rebonjour à toutes et à tous. Donc on est de retour pour cette avant-dernière discussion de la journée avec donc trois nouveaux invités pour m'accompagner et on va s'atteler aujourd'hui un petit peu à, je pense, l'expression de signature de milieu et de fin de confinement et de déconfinement qui est, on va dire, le monde d'après qu'on va essayer un petit peu de discuter. Ah, des petits retours son, je sais pas de quel côté c'est. Qu'on va essayer de discuter, de décortiquer ensemble. Donc je suis pas tout seul parce que comme vous pouvez le voir à chaque fois, j'ai avec moi donc David Préon. Salut David. Bonjour. Alors David, tu es maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université d'Aix-Marseille et tu es aussi l'auteur de l'ouvrage Culture Geek qui a été publié il y a quelques années maintenant mais qui reste vraiment d'actualité très intéressant. Et ça je l'ai découvert, joie du confinement aussi, je l'avais en abonnement depuis un moment. Tu animes aussi avec d'autres copains une émission sur YouTube sur Monde de Nerd sur la chaîne Postmodem où tu vas décortiquer par exemple la question des sciences informatiques, de l'information et de la communication, les SIC, tu vas voilà, un peu comme ça expliquer assez clairement pas mal de concepts. Je suis aussi avec Laurence Allard. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors Laurence, tu es pour ta part donc tu es maîtresse de conférence en sciences de la communication, tu enseignes à l'université de Lille, tu es également chercheuse à l'IRCAV Paris-Sorbonne Nouvelle avec le groupe Mobile et Création. Tu es cofondatrice de l'association Labo Citoyen et tu es à l'origine aussi d'initiatives de captation citoyenne environnementale en résidence, comme notamment avec le collectif Air Citizen. L'essentiel, enfin une grande partie de ton travail est axé autour d'une approche socio-pragmatique sur les cultures numériques, notamment autour d'ouvrages comme la revue Multitude, par exemple, qui a été que tu as co-dirigé sur le numéro 76 autour de l'axe Est-il trop tard pour l'effondrement avec Alexandre Monin, dont on reparlera ne serait-ce que par évocation, et Cyprien Tasset. Je crois que j'ai rien oublié, n'hésitez pas à me dire hein, si dans vos présentations il y a des choses qui manquent. Et Jean-Christophe Dardard, salut JC. Coucou. Donc qui comme finit par être un habitué, hein, qu'on avait vu sur l'émission pour les zombies, qu'on avait aussi vu sur un autre podcast également auparavant. Et toi donc tu es psychologue clinicien tu t'interroges beaucoup sur la figure donc des liens entre politique et culture populaire au sens large et tout particulièrement la figure du zombie dont on avait effectivement parlé pendant une émission et qui va être encore de retour cette fois-ci et il y a de quoi dire si je puis dire. Voilà, on va donc commencer juste comme pour chaque émission pour ceux et celles qui nous rejoignent, vous rappelez que vous avez un lien que je vous recommande de mettre en favori sur lequel il y aura toutes les ressources, articles, interventions vidéo, références qui reviendraient a posteriori par rapport à cette intervention et aux autres. Il vous suffit de faire un petit point d'exclamation info pour ceux qui sont dans le chat. Si vous êtes en replay, pas la peine de vous casser la tête, ce sera dans la barre d'infos. Alors la question donc du monde d'après, je vais commencer en mode vraiment très benoîtement, très basique, très bas du front, avec le regard du confinement, elle vous dit quoi à chacun et à chacune? Peut-être commencer par ce tour de table là, quand on évoque le monde d'après, qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà. David peut-être? Oui, oui, bah,
Ce qui est intéressant dans ce que je vois en ce moment à propos de la question du monde d'après, bon, déjà, ça m'évoque immédiatement un imaginaire apocalyptique, évidemment, Ouais. le monde d'après. Je pense évidemment au film de Roland Emmerich, Le jour d'après, que j'aime bien en plus. Hmm. Et en plus, du coup, ça évoque l'idée d'un changement de civilisation, un changement en tout cas d'état de la société. Le monde d'après, c'est le monde, c'est la société après, parce que le monde d'après, l'humain, on s'en fiche un peu, nous, parce que c'est un peu ça qui nous intéresse, surtout l'humain. Et la planète se passerait très très bien des humains, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a pas de monde d'après pour la planète, il y a pas de souci. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que groupe, que collectif ou société, ou peu importe comment on appelle ça. Et ça, en ce moment, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et alors moi qui travaille en plus sur la culture geek et le geek, la pop culture, les fans de pop culture, il y a voilà, un imaginaire très fort là-dessus, et Mhm. aussi un imaginaire qui revient très souvent chez les fans que j'ai interviewés, c'est l'idée que ils sont prêts quoi, pour le Ouais. monde d'après, parce que justement, ils vont accumuler des compétences. Il y a un truc qui est très important dans la culture geek, c'est la notion de compétences. Et nous, on a des skills, hein, comme disent dans Ouais, le jeu c'est ça. vidéo, que les autres n'ont pas forcément. Et du coup, qui est un peu un fantasme aussi, hein, parce que voilà, enfin, il y a un pur fantasme là-dedans de un jour les compétences qui pour l'instant sont moquées parce qu'elles ne servent à rien deviendront dans le monde d'après quelque chose qui aura un sens. C'est un peu la même chose qu'on trouve chez les collapsologues d'ailleurs, hein, chez les gens qui se préparent dans des cabanes dans les bois. Il y a cette idée que pour l'instant c'est un amusement un peu qui peut être moqué et un jour ça aura un sens. Voilà. Donc ça c'est vraiment un truc que je vois même en ce moment dans les discussions entre fans, quoi. C'est un savoir, une expérience dormante, entre guillemets. Laurence. Oui, bah donc on a déjà bien balisé ce que pourrait être ce que signifierait l'après. Donc l'après, c'est peut-être donc plus le monde d'avant, ce qui est finalement à l'origine un petit peu de cette pandémie avec justement cette globalisation et cette façon de d'avoir un rapport prédateur vis-à-vis justement de la nature et de s'adonner au braconnage, de ce mélange des espèces. Voilà, c'est ce monde qu'on dit le monde de l'anthropocène, qui est ce monde d'avant. Et en effet, ce qu'on ne veut pas, c'est à la fois ce monde d'avant, mais le monde d'après, ce qui est justement ce monde de l'effondrement, si ce moment anthropocénique poursuit sa trajectoire fatale, ce monde d'après, il n'est pas spécialement non plus désirable. Donc, c'est aussi pour cette raison que certains voudraient bien rester confinés, en fait, Ouais. rester maintenant, parce que le monde d'après n'est pas réjouissant. Il n'y a pas de vaccin contre le dérèglement climatique, donc ça. Et sur l'aspect des compétences, alors quand on observe justement la culture numérique, bon, forcément un déferlement de mèmes pour rire un peu de cette situation un peu inédite. Pour en dire quelque chose à travers justement ces petites images et ces agencements de texte et d'images. Ce qui est quand même, ce qui m'a frappé comme type de mème, c'est justement ceux qui ironisaient sur les fameuses compétences que l'imaginaire apocalyptique les avait ces compétences les avaient abreuvées, nourri l'imaginaire apocalyptique et tous les récits de science-fiction. C'est l'idée qui s'était imaginée finalement au niveau, par exemple, des vêtements plutôt, je sais pas, des vêtements type Mad Max, etc., et qui se retrouvaient en pyjama, en chaussettes claquettes. Et donc, il y a eu un mème assez rigolo, c'est comment j'imaginais l'apocalypse et comment je la vis. Et en fait, ces compétences qui sont voilà racontées, fécondées dans cet imaginaire apocalyptique, je pense que c'est pas vraiment les compétences qui vont être clairement utiles pour le monde d'après-après-demain. Si on arrive justement à un peu abaisser la trajectoire fatale et les conséquences du dérèglement climatique. Donc, c'est là où je me dis finalement, on est abreuvé de ces récits de science-fiction, de ces visions du monde, ces diégèses, ces costumes, ces personnages, mais on s'aperçoit, et il y a certains auteurs de SF qui le déclarent, qu'ils sont peut-être totalement à côté du sujet. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait débattre, par exemple. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de récits, mais est-ce qu'ils sont finalement si utiles, ou est-ce qu'ils vont finalement permettre de bien préparer est-ce qu'il n'y a pas finalement un imaginaire SF qui s'est autonomisé
et qui a peu à voir avec ce qui nous attend et les compétences dont on aurait besoin, qui sont plus de type, en effet, autour de les besoins un peu de base, sur le fait de se nourrir, le fait de se déplacer, donc finalement assez loin de ce qui est souvent décrit dans cet imaginaire SF. Bah, je pense que ça fait un pont d'or à JC, à Jean-Christophe, dans le sens où Le grand pont, voilà, le fameux pont d'or sur ces figures, effectivement, mouvement des corps, se nourrir, je pense, par rapport à ce qui t'intéresse. par rapport aux Entre zombies, autres, mais ouais. même après, il y a beaucoup de choses derrière ce monde d'après. Parce que déjà, moi, en faisant des recherches, j'ai trouvé deux termes qui sont équivalents, mais c'est pas les mêmes. C'est monde d'après et jour d'après. Donc le jour d'après, bah, évidemment, j'ai pensé au film de Roland Emmerich tout de suite. Mm. Et en fait, quand on fait une recherche Google, on trouve un autre lien qui renvoie plutôt à des pétitions et à des mouvements collectifs, syndicaux. Ils ont créé il y a une pétition qui s'appelle, je crois qu'il y en a même plusieurs, qui s'appelle Jour d'après, et qui est à la fois une pétition qui demande qui revendique un certain nombre de choses à faire pendant cette crise, mais surtout de façon durable. Parce qu'en fait, la question de l'après, c'est toujours un au-delà, quelque chose, on dit après, mais c'est quand? Mais c'est l'idée que quelque chose doit être dépassé. Et ça, c'est quand même. Alors, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il suffit pas de montrer, de dire, de mettre en imaginaire pour qu'il y ait des agencements, on va dire, collectifs, pour qu'il y ait de l'action politique. Mais elle a au moins, je pense, dans la fiction. Alors, moi, j'invente rien. Je reprends Fabuler le monde. On le voit. Moi, je le vois à l'envers, mais je sais pas si vous le voyez. Si, fabuler la fin du monde, ouais. Fabuler la fin du monde, la puissance critique des fictions d'apocalypse, donc Jean-Paul et Angèle Libert, d'ailleurs qui a été validé par Alexandre Monin. Il m'a dit ouais, il est très bien. Et en fait, l'idée, bon, je vais très rapide, je vais pas détailler le livre, mais de toute façon j'ai lu que l'intro, ça va être compliqué. C'est que en fait, il y a deux formes d'après. Il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre de la fin inéluctable et qu'il appelle l'apocalyptisme nihiliste, c'est-à-dire c'est la fin, c'est la merde, on peut plus rien faire. Et l'apocalyptisme critique, qui imagine qu'il y a un espoir et qu'on peut faire quelque chose et qu'on peut changer les choses. Et l'idée, et il distingue deux temporalités, c'est la fin des temps et les temps de la fin. Et les temps de la fin, c'est plutôt l'idée d'un temps qui est une sorte d'occasion. C'est pas Chronos qui est le temps qui bouffe, mais Kairos qui est l'opportunité de changer les choses. Et en fait, ces récits-là, en fait, ils essayent de mettre dans l'imaginaire l'idée d'une promesse de changement, contrairement à des formes de récits d'apocalypse qui seraient beaucoup plus dans l'idée, c'est foutu, quoi, et qui serait la fin qui nous mange, le temps qui avance. Et du coup, alors, ça suffit pas à l'action, je suis d'accord, mais de toute façon, ça a toujours été le problème. Et notamment, le premier à dire qu'il suffit pas de savoir pour faire, c'était Max Brooks dans le guide de survie en territoire zombie. Il dit ouais, voilà, mais il faut faire, quoi. Et c'est pour ça que dans l'univers de ce livre, il imagine ce livre qui est une sorte de guide et aussi une manière de chercher des signes d'avant-garde, des signes et d'y dire préparez-vous. Et l'idée d'un préparé, donc c'est pas l'action préparée, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà, il y a au moins ça, je dirais. Laurence, tu voulais intervenir, non? C'est-à-dire que voilà, ce que j'ai un petit peu observé, notamment autour de ce qu'on peut appeler les collapsonautes dans la collapsosphère, c'est justement l'investissement de cette forme narrative, hein, d'une voie narrative, donc notamment biographique, hein, c'est de se raconter le jour de sa prise de conscience et raconter comment on voit le monde désormais de manière extrêmement systémique, hein, où dans la moindre touillette, hein, bien sûr les touillettes de plastique, on voit toute la chaîne de production et toute la catastrophe en effet climatique qu'engendre ce type de chaîne de production dont on a un exemple aussi catastrophique aujourd'hui avec la pandémie. Et donc
ces petites narrations de soi que rendent quand même possible, hein, justement, ces réseaux sociaux numériques, eh bien, sont une façon un peu à la Latour de faire atterrir en fait ces grands récits, ces imaginaires de la science-fiction qui sont voilà déployés depuis très très longtemps, souvent par des hommes en plus, hein, et de les faire atterrir. Et donc c'est un peu des réappropriations très subjectivées, hein, de tous ces grands récits de science-fiction. Et puis le dernier grand récit qui est plus un récit factuel parce que c'est quand même des faits scientifiques qui sont mis en récit, qui est le récit de l'effondrement, dit collapsologie, de Pablo Servigne, Stéphane et Lachapelle. Et donc c'est assez intéressant de voir que voilà, ces biographies sont un petit peu comme ce que Haraway appelle les fabulations, c'est-à-dire il s'agit, donc ça reprend un petit peu le titre, et c'est pas hasard, hein, de l'ouvrage cité par Jean-Christophe, mais il y a l'idée voilà, de se raconter des histoires, au sens se raconter comme à la veillée, des histoires au bord de l'effondrement, au bord de l'irréversible, pour rester et garder et avoir une prise en fait sur le monde ici et maintenant, entrevoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, échanger. Donc ce sont aussi c'est pas un hasard si les réseaux sociaux accueillent en fait ce type de narration de soi collapsologiste, parce que c'est une façon aussi, hein, de se raconter ensemble par les commentaires, et ainsi finalement de commencer à créer des collectifs d'entraide qui sont censés être un peu les formes de vie qui seront plus résilientes pour l'après-après. Voilà. Et donc je me dis voilà, c'est intéressant de voir atterrir en fait ces grands récits de science-fiction, ce grand récit scientifique, et d'observer toutes ces réceptions à l'aune de sa propre subjectivité. Donc ça démultiplie en fait les petits récits, hein. On a des grands récits, il y a floraison de petits récits, de narration de soi, qui sont des méthodes, à mon avis, hein, pour se redonner de la capacitation à agir, et qui produisent quand même des collectifs, hein, et c'est pas inintéressant. Voilà. Après, le problème, c'est que ça se fait sur un réseau des réseaux sociaux qui sont monopolistiques, et ça se fait à travers donc un réseau internet qui pose aussi lui-même des problèmes en termes environnementaux et énergétiques. Et donc on est un peu sur un paradoxe que le confinement nous illustre d'autant plus que finalement le télétravail qui est la règle, hein, à partir de demain, et tous les divertissements dont on a pu s'abreuver ont été rendus possibles par le numérique. Et on sait que dans le monde d'après, le numérique, si on continue finalement à transformer un réseau Internet en grosse télé, par exemple avec le Netflix, etc., ça pose un problème de soutenabilité. Et donc ici, on était dans un moment très paradoxal. Le numérique a nous a aidé à supporter notamment des réseaux d'entraide entre makers et public qui avaient besoin de se protéger, par exemple. Donc, ça a vraiment supporté socialement ce confinement, mais il est d'une certaine façon insupportable pour le monde d'après et après, quoi. Donc, c'est très paradoxal. C'est un peu aussi ce sujet que je voulais aborder avec mes chers amis geeks, parce que c'est un peu un problème. Je crois Moi, ça me fait penser justement. Ouais. Non, j'allais simplement dire, vas-y, JC, je t'en prie. Sur le plan technologique, bon, Laurent, tu vas pas être surprise que je te relance encore dessus. C'est le fait que, en fait, on a ces technologies numériques et de réseaux beaucoup moins coûteux. Le peer-to-peer, il y a Peertube. Pour regarder des vidéos, on n'est pas obligé d'utiliser son PC, mais des Raspberry. Donc, on peut aussi produire des choses avec du code léger et pas du gros code bien vénère, on va dire, bien lourd, avec plein de fonctionnalités, des pop-up, des trucs qui enregistrent, qui envoient. Et c'est vrai que, en fait, si en plus de ça, on adopte une philosophie à la fois éthique du code et des technologies, mais c'est la même chose pour moi, parce qu'au final, le code, il traduit que des intentions
Et souvent, certains logiciels libres sont beaucoup plus légers. Enfin, c'est hallucinant, quoi. De voir, parce que aussi, il y a la nécessité, comme ça doit être modifiable, il faut que ce soit clair et du coup, un code qui a une certaine performance, on va dire, intellectuelle et de clarté du propos. En fait, quand on veut rendre un discours accessible, on essaye d'être clair et pas de le mystifier. Je pense pas. Je rigole parce que certaines de mes références sont quand même des gens assez mystifiés dans leur réception et dans leur énonciation. Et Laurence aussi, parce qu'en fait, ce que tu me fais penser sur les petits récits sur ces mysticité, ça me fait beaucoup penser à l'idée de groupe sujet de Guattari, voilà mon idole. Et parce que en fait, c'est vrai qu'il explique que les groupes sujets, c'est des groupes qui énoncent et qui sont pas énoncés et ils sont pas dit par un pouvoir autre. Et c'est tout à fait ça. Ça veut dire le fait de se rapproprier les récits et d'énoncer et de créer comme ça le collectif. Il crée une identité, une subjectivité à travers ça. Et ça, c'est quand même assez positif. Et je pense que c'est voilà ce vers quoi il faut tendre. Voilà, pour ce que j'ai à dire. Oui, on peut rediriger finalement ces usages de création de collectifs, d'agencement collectif d'énonciation Ouais, tout à fait. pour voilà, vers des infrastructures et des services qui sont, comme on dit, un peu plus low-tech, donc d'abaisser le surcoût environnemental et énergétique d'un réseau qui de toute façon avait été conçu pour dans cette architecture distribuée. Pour ne pas, notamment par le découpage, la transmission d'informations par petits paquets, pour justement oui, tout à fait. permettre voilà, une distribution et pas une centralisation de l'information. Donc, à l'origine, le réseau Internet est tout à fait calibré pour ce type d'usage plus léger en termes de l'impact environnemental et du coup énergétique, sachant que en effet ces supports supporter la création de collectifs notamment de ce type de collectif en ligne aujourd'hui fait partie même des formes de mobilisation qui se sont développées depuis le début du XXIe siècle. Donc ça, c'est, j'imagine, tu faisais allusion à tout ce qu'on appelle un petit peu le mouvement low-tech, qui milite, voilà, et qui est très proche en fait aussi du logiciel libre, low-tech, ça fait partie, voilà, c'est toute une mouvance, en effet, qui vont militer pour des usages et des architectures et des infrastructures qui, alors, avaient été conçues à l'époque pour justement protéger, par exemple, plus la vie privée et puis critiquer la propriété privée. Et aujourd'hui, on se trouve que finalement, on les redéfinit dans ce qu'on appelle un peu le monde des communs. Et c'est commun numérique, et il se trouve que ça peut être aussi de très 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 bons objets pour en termes de soutenabilité. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de revisiter l'histoire du libre à l'aune des communs numériques et même l'histoire d'Internet, puisqu'on s'aperçoit que cette mise en commun de ressources communes sous cette forme cette architecture distribuée est peut-être finalement une bonne voie pour lutter contre l'impact de plus en plus fort du numérique. C'est l'un des secteurs qui augmente le plus, en fait, en termes d'impact des gaz à effet de serre et de nécessité aussi d'énergie, de coût énergétique. Alors que certains secteurs diminuent, mais le numérique, évidemment, augmente puisque ça devient une très grosse télé, en fait. C'était pas vraiment fait pour être une télévision, en fait, à l'époque. David, il me semble que tu voulais intervenir. Oui. Alors moi, j'aimerais bien, pour faire le lien entre tout ça et ce qu'on a dit au début, j'aimerais bien revenir sur la comparaison que je trouvais assez drôle de Laurence au début et qui est tout à fait juste. C'est on croyait qu'on allait faire Mad Max et finalement on se retrouve en pyjama à faire des conférences Zoom avec son patron ou voilà, à faire des réunions de bureau comme avant. Mais en fait, donc peut-être qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Ça veut dire déjà que les récits en effet de science-fiction d'apocalypse ne marchent pas, mais parce qu'ils ne marchent pas, parce qu'ils sont aussi liés, parce qu'ils répondent déjà à quelque chose dans la société. C'est-à-dire que ça crée des récits d'héroïsme. En fait, la réponse ne peut pas être héroïque. En fait, je pense à cette crise. C'est pour ça aussi qu'il y a un problème. C'est que le héros, c'est l'individu.
c'est celui qui sort du lot, celui qui va s'imposer comme l'élu, un petit peu, hein, dans tous les récits classiques de la narration contemporaine issue notamment d'Hollywood. Hein. Et du coup, ce héros individu, bien sûr, il faut qu'il ait des aventures d'individu, donc il faut qu'il ait des épreuves, il faut qu'il ait voilà, tout ça à passer. Alors que la réponse, on voit bien qu'en ce moment, la réponse ne peut pas être héroïque. La réponse ne peut pas être un héros qui sort du lot et qui va sauver le monde. La réponse, ça peut être que collective. Et on voit bien aussi que la crise ne suffit pas. C'est-à-dire que la crise ne suffit pas à changer le monde. Finalement, le monde d'après ne vient pas tout de suite, parce qu'on continue à dire on va faire une application pour surveiller les gens et voir s'ils ont le virus. Enfin, la réponse pour l'instant à la crise par le monde tel qu'on le connaît, c'est on continue ce monde, mais en ajoutant des petits patchs, des petites rustines à ce monde-là, parce qu'on est toujours dans ce récit classique de on va s'en sortir, donc finalement l'individu héros est toujours présent et il n'y a pas tellement de différence finalement entre le self-made à l'américaine, à la Steve Jobs, que voilà, maintenant dans le monde du logiciel libre ou de tous ces mondes-là, on n'aime pas trop parce que c'est l'incarnation justement de ce qu'on n'aime pas. Il n'y a pas tellement de différence entre lui et celui qui se prépare et qui dit moi j'ai trouvé la solution, j'ai des compétences, je les ai traduites avec ma famille. Dès que c'est l'effondrement, on part tous à la campagne et on a notre cabane et notre lac et on va pêcher. Il est dans la même chose, il est dans moi, je serai le héros de mon récit de réussite dans le monde d'après. Mais en fait, il n'a pas compris qu'il fait la même chose en fait que le monde d'avant. Il fait la même chose. Et la vraie réponse, en effet, comme vous l'avez dit, c'est la réponse doit être par la déshorisation de tout ça, c'est-à-dire par le côté collectif, communautaire, social, et mettre les outils au service de tout ça, et ne pas mettre les outils au service d'un monde d'avant bis, en fait. C'est ça qu'on est en train de créer aussi en même temps, en ce moment. Ah oui, si tu veux, là, bien sûr, hein, toute la rhétorique du monde d'après, du plus jamais comme avant, est portée par voilà, des mouvances, des mouvements, des organisations, même des partis, hein, et puis des collectifs. Mais il est évident que tu as d'autres acteurs qui veulent s'accrocher à la poursuite de ce monde-là. Et on s'aperçoit que finalement, ce temps de confinement et la pandémie qui risque de durer donne beaucoup d'appétit et de champ en fait à tout ce qu'on appelle le capitalisme de technosurveillance, parce que là, d'une certaine façon, ils sont prêts. Hein. Le monde de bracelets connectés qui s'imagine et se réalise depuis 2010, enfin c'est vrai depuis que le moment où voilà il y a des développements d'objets connectés comme on dit, hein, avec très peu d'adoption à part des usages de surveillance, de domotique ou de tracking pour les coureurs ou les runners, etc. Donc bon, il y a déjà une offre technologique qui trouvait difficilement finalement son public, mais où il y a quand même voilà des entrepreneurs, il y a eu beaucoup de financement, il y a beaucoup d'argent qui est mis dans ces objets connectés. Le CES de Las Vegas envoie beaucoup, via la French Tech, beaucoup de ces startups, hein, et c'est beaucoup voilà, toutes sortes d'objets connectés plus ou moins inutiles, qui trouvent là finalement d'une certaine façon la possibilité en effet de pourquoi pas devenir autre chose qu'un simple gadget extrêmement chic et cher, et finalement une techno utile et même la solution pré-vaccinale. Hein. Donc c'est un moment où justement on peut craindre que ce capitalisme technosurveillance se réalise et s'accomplisse, parce que bon. Après, il y a l'idée qu'une partie de ceux qui, de toute façon, ont déjà anticipé ici et maintenant que le monde d'après et après, de toute façon, serait un monde d'effondrement pluriel, ont fait des défections. Hein. Donc, il y a certains, ce qu'on appelle un peu les zadistes, ou certains prises de conscience collapsologistes qui ont déjà finalement permis à certains de réaliser leur exode, hein, comme on dit, exode urbain et installation. Donc, il y a une minorité qui a pu déjà faire défection. Et qui ne va pas forcément s'affronter sur ce terrain du techno-solutionnisme et de ce capitalisme de surveillance qui peut finalement être le grand vainqueur de l'après, du jour d'après, on va dire. Peut-être pas de l'après-après, mais du jour d'après, ils sont prêts, eux. Hein. Et tous ceux qui finalement
sont aussi prêts, ce qu'on appelle les preppers, etc., pour vivre dans le monde d'effondrement, ont fait défection, sont déjà partis, donc ne vont pas forcément aller sur ce terrain de conflit. Et donc, qui on a comme interlocuteur pour lutter contre le technosolutionnisme et ce capitalisme de surveillance? C'est voilà tous ceux qui s'intéressent depuis très longtemps aux libertés publiques numériques, donc c'est un peu le monde du libre, etc. Mais c'est pas non plus des acteurs qui sont extrêmement majoritaires. Oui, qui ont du poids. Donc on est dans un moment où il y a des conflits de vision du monde, de vision des technologies et de leurs usages. Et donc ça, c'est pas forcément un monde de consensuel qui est un peu celui de les applaudissements des soignants, etc. Oui, voilà. Là, il y a beaucoup de conflits qui vont se réouvrir. On nous a dit ça. Et des nouveaux conflits, en fait. On nous a dit ça dans le chat, ça tombe très bien que tu l'évoques, Laurence. Moi, je retenais deux choses très brièvement avant de vous laisser continuer à parler, parce que c'est passionnant. La première, c'est la figure du héros qui finalement est, c'est cette actualisation du héros, comme le disait David, qui ne fonctionne pas. Évidemment, cet imaginaire-là n'est pas actualisé, n'est pas porteur, n'est pas viable. Et puis, il y a l'invisibilisation d'individus qui peuvent être concrètement et réellement porteurs, comme les soignants, où on nous disait de manière très bien résumée dans le chat, voilà, on se demande si reconnaître les soignants comme des héros n'est pas un moyen d'invalider leurs revendications dans le genre c'est bon, ils ont été applaudis à la fenêtre. Effectivement, ça résume très bien le propos, je trouve. Je vous laisse, si vous souhaitiez poursuivre, c'était juste pour faire un petit point de chat et sur la figure des héros qui a été évoquée. Ouais, parce que c'est vrai que le héros, il demande pas son reste, alors que justement, les soignants, ils doivent le demander de leur reste. Voilà, quoi. Un Avenger, il a pas de salaire, normalement. Je crois pas. Enfin, Tony Stark... Ouais, mais il l'a eu autrement. Oui, justement, c'est bien le problème. Mais du coup, c'est vrai que cette figure du héros a déjà, c'est une figure de l'impossible, le héros, parce que c'est impossible. Sauf à la télé, dans des émissions, voilà, mais ça renvoie à quelque chose c'est une dimension sacrificielle. Alors que bon, moi, je suis donc en tant que psychologue, je suis sensible à ça parce que, alors moi, je suis à peu près épargné, donc j'ai un peu, voilà, mais j'ai des collègues, potes, amis, psy qui travaillent à l'hôpital en ce moment. Et ils sont pris dans des demandes, des culpabilisations, des trucs. Tu m'étonnes. Du coup, moi, je leur dis tout le temps, non, te sacrifie pas. Limite, si tu te sacrifies, je te mets un coup de tête. mais avec l'idée que, de façon très péremptoire, de dire non, on le fait pas, quoi, parce que c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux psychiquement. Moi, je vois les gens qui sont épuisés psychiquement au travail, c'est horrible l'impact que ça a dans la vie. Et même quand ça s'arrête, ça continue parce que c'est très proche des formes de trauma, de traumatisme. Et du coup, voilà, il y a un discours comme ça qui pousse, alors en plus avec l'idée de première, deuxième ligne, machin, de dire, moi je peux être là, je suis pas totalement en première ligne, donc je peux, et les demandes qu'ils ont au niveau des directions, c'est n'importe quoi, sans compter que voilà, c'est des conditions assez c'est horrible, c'est des CDD reconduits 100 000 fois. Ils savent pas. On leur demande de travailler sur des projets qui demandent beaucoup de travail en plus, et ils n'ont pas forcément derrière un CDI. Et au-delà du CDI, il y a un quid effectivement, la question du projet, évidemment, à mettre en friche. Mais ce que je veux dire, l'investissement même dans quelque chose dans lequel on se projette, c'est d'avoir une forme d'actualisation. Je vais l'appeler de manière très triviale, un bénéfice secondaire, quelque chose. On va s'engager pour soigner ou pour protéger des gens. C'est de voir qu'au moins, pour parler familièrement, on peut en sauver quelques-uns. Là, on est dans un truc, aller en première ligne, c'est de la chair à canon, quoi. Ah oui, tout malheureusement. Ça reprend l'idée dans le jeu vidéo qu'on dit tu travailles pour la passion, ou dans le cinéma tu travailles pour la passion. Là, tu travailles pour la conviction. Et cette idée de projet, je sais pas, moi ça me fait penser, je sors tous mes livres, à ce qu'ils ont décrit, donc Luc Boltanski et Eve Chiapello dans le Nouvel Esprit du capitalisme, qu'ils appellent ce qui naît dans les années 90 la cité par projet.
parce que ce terme, il est, voilà, en plus du privé, dans tout ce qui est associatif, dans tout ce qui est médico-social, qu'est-ce qu'on en a bouffé de ce mot? Enfin, moi, je vois les éducateurs, comment ils souffrent. On leur dit de faire des projets personnalisés. C'est toute une mise en place et des temporalités absolument impossibles à tenir. Cette idée qu'en fait, ce qui compte dans le projet, c'est quelque chose où on doit mettre en œuvre des choses qui doivent se faire autour de ce terme, de ce projet, et après on passe à autre chose, et on doit trouver de nouveaux projets. Alors c'est pas comme ça dans le médico-social, mais on va dire tel que c'est décrit dans le néo-management des années 90, c'est cette idée-là. Et du coup, les gens, ils doivent trouver d'autres projets sur lesquels travailler et augmenter leur employabilité et leur désirabilité. Et ils sont plus dans une sécurité de l'emploi. Enfin, voilà. Donc, je rebondissais juste au terme projet. David? Oui, non, c'est pour ça, comme partie de la question du héros, et c'est pour ça que le frisson de l'anomie, le frisson de l'apocalypse a quelque chose de tentant pour tous, pour notre imaginaire. Parce que il implique un changement. Et quand on vit dans un monde dans lequel on n'est pas reconnu pour ce qu'on fait au quotidien, dans un monde un peu d'open space, un peu cliché dans ce que je vais dire, mais où l'individu est un peu nié, ou en tout cas on n'est pas reconnu, etc. Forcément, à un moment donné, quand le fantasme de l'effondrement est un fantasme aussi de quoi qu'il arrive, il y aura un changement. Donc du coup, c'est un frisson dans ce monde un peu répétitif où tous les jours est le même, où on vit dans les mêmes endroits pas très agréables de zones d'habitation construits pour mettre des masses de gens, etc. Donc évidemment, le monde de l'effondrement, c'est aussi un monde un peu du fantasme, qui reste un fantasme, mais du fantasme de l'anomie comme moyen de retrouver un moment où il va se passer quelque chose, quoi. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera inédit et qui peut éventuellement créer un changement, pour le meilleur ou pour le pire, mais créer un changement. Et c'est un début de changement. Et là, on se rend compte aujourd'hui, justement, c'est ça un peu le désenchantement, c'est qu'il y a un changement qui est un changement dans la continuité et qui n'est pas le fantasme qu'on avait espéré. Mais comme les gens ne sont pas reconnus dans ce qu'ils font au quotidien, ils trouvent d'autres moyens, alors par l'associatif, par la localisation de plein de choses, parce qu'ils se rendent compte que oui, le fantasme de ça va tout changer du jour au lendemain, ça n'existera pas, ça va être par leurs mains, par tous ensemble. Mais je comprends qu'on puisse avoir ça, parce que quand on n'est pas reconnu pour ce qu'on fait, on se dit, voilà, peut-être dans un monde. D'ailleurs, tous les films apocalyptiques, c'est ça. On parlait du jour d'après ou de 2012 de Roland Emmerich. C'est ça, c'est le petit chauffeur de voiture de riche, de milliardaire, qui devient celui qui s'en sort, parce qu'il est roublard, il a les bonnes idées. Mais à la fin, le monde est quand même détruit, donc est-ce que c'est la bonne idée aussi? Il y a beaucoup de choses là dans ces deux ces deux moments, peut-être qu'ils sont un peu Bon, il y a l'idée que vous employez le terme héros, alors que finalement les trois quarts des soignants et on peut aussi parler des supermarchés, des caissières de supermarchés, etc., de tous ceux qui ont justement fait la dite guerre étaient des femmes. Et donc, ce sont plutôt des héroïnes, en l'occurrence. Et donc, déjà le noter. Et justement, ce sont toutes ce qu'on appelle ces travailleuses du care, infirmières, aides-soignantes, et puis aujourd'hui caissières, parce qu'il fallait bien prendre soin de nos corps aussi, de nos corps qui n'étaient pas forcément malades, mais qui devaient rester bien portants. Et donc, se nourrir était devenu encore plus important que d'habitude. Donc, toutes ces travailleuses du care qui sont d'une part souvent invisibilisées, on préfère parler du médecin, on voit à la télévision beaucoup plus de médecins, urgentistes, etc., que d'infirmières, et puis qui sont donc invisibilisés et qui sont surtout extrêmement mal payés. Et donc là, il y a aussi cette idée que finalement, c'est aperçu que prendre soin des autres et prendre soin de nous-mêmes avec les autres était finalement la seule condition d'existence et de lutte contre le virus. Et donc ça, c'est déjà un point intéressant, c'est-à-dire qu'il y a John Tronto, qui est celle qui avait un peu mis en avant ce qu'on appelle justement le travail du care, comme un véritable travail, qui est souvent donc invisibilisé, mal payé, voire pas payé, puisque c'est vrai qu'il y a aussi un bénévolat associatif, où on même se dire dans nos familles, on prend soin des uns des autres et on se fait à manger,
on prend soin des uns des autres au sens psychologique aussi. Et donc tout ce rapport aux autres sous cette modalité du prendre soin est quelque chose qui, en effet, est assez mal payé ou souvent pas vraiment payé du tout. Et donc, elle a fait une intervention récemment en disant, bah là, ça nous montre à quel point, finalement, pour préparer le monde d'après et puis pour survivre dans le monde qui vient, c'est le care qui va être central. Et c'est ce travail du care qu'il va falloir quand même valoriser à la fois socialement, économiquement, mais au terme des valeurs, donc en termes d'éthique également et du rapport à la fois des humains aux humains. Mais on voit bien que la pandémie, elle est quand même liée à des pratiques de braconnage vis-à-vis des animaux, donc de prendre aussi soin vis-à-vis des vivants en général. Hein. Et nous, vivants, mais tous les vivants sur Terre. Et donc finalement, c'est ce monde d'après, puisqu'on est toujours en train de réfléchir un petit peu, donc qu'est-ce qui se prépare, comment le préparer, donc peut-être bien préparer l'après également en revalorisant à tout point de vue ce qu'on appelle donc le care et qui est le plus souvent incarné par des héroïnes modestes qui n'écrivent pas de livres et qui ne sont pas tellement non plus tellement racontées en fait, hein, mais voilà, et qu'on aimerait qu'elle puisse se raconter plus encore. Et donc ça me fait penser à une deuxième chose, c'est-à-dire sur la cité par projet, sur le néo-management. Ça, c'est un peu lié parce qu'il y a ce monde finalement que l'on peut préparer en prenant soin les uns des autres et de tous les vivants. C'est une façon de se penser dans une interdépendance, c'est-à-dire je ne suis pas seule contre le virus. Ensemble, nous allons être forts et donc pouvoir lutter contre le virus en nous renforçant mutuellement et donc de créer des collectifs pour justement essayer de lutter contre, de vivre mieux après, etc. Et donc on voit bien que toute la cité par projet, elle est vraiment tendanciellement individualisante. C'est l'idée, c'était vraiment ce qui était en jeu dans le travail de Boltanski-Cappiello, c'était l'idée que finalement ce néo-management a organisé une fausse autonomie en fait, une autonomie, une pseudo-autonomie des individus, c'est-à-dire on a l'impression qu'on est plus libre dans le travail, qu'on est plus libre de décider, mais en fait ça c'est une liberté qui est totalement organisée verticalement, même si elle se raconte avec des mots de bottom-up, horizontalité, etc. Donc, on organise l'autonomie du travailleur pour que, ça c'est Maurizio Lazzarato qui l'avait montré, et puis toute l'école italienne qui montre que le travailleur aujourd'hui non seulement doit travailler, mais il doit aussi se produire comme travailleur, c'est-à-dire qu'il y a deux formes de production, dont une production qui est une production de subjectivité, de créativité, d'expressivité. Et d'où ce qu'on a discuté un peu avec Jean-Christophe, c'est sur la problématique de la critique artiste, puisque qui est donc doté d'expressivité, de créativité, d'intériorité, c'est l'artiste tel qu'on l'a un petit peu théorisé depuis le XVIIIe siècle et tel qu'ils se sont racontés depuis le XVIIIe siècle ainsi. Et là, il y avait l'idée, voilà, que finalement cette critique artiste qui était censée que ce que dit Arendt, c'est-à-dire dans une société de masse, ne reste plus comme individu que des artistes, eh bien, il y avait l'extension de cette critique artiste, de cette mise en valeur de l'autonomie dans le champ de l'organisation et des rapports sociaux au travail. Et donc, c'était très paradoxal de dire que finalement, cette critique artiste, elle avait failli ou elle était exploitée aujourd'hui dans le monde du travail. Donc, c'est tout ce qu'on appelle le processus de culturalisation de la production, de la sphère de la production. Dont on voit aujourd'hui, moi qui travaillant sur les youtubeurs, c'est terrible, hein, c'est mon travail à être, on gagne sa vie en faisant la performance de soi et de sa coolitude, de son authenticité, et donc et on peut en vivre en fait, on peut vivre de ces vlogs en se performant comme individu authentique, autonome, des jeunes filles qui ont tout un univers, etc.
Et donc la cité par projet, oui, elle est aujourd'hui, elle règne en fait dans le monde de la production. Mais c'est une fausse autonomie par rapport justement à l'interdépendance entre vivants que l'on doit mettre en place si on veut survivre à tous les après qui nous attendent et qui ne sont pas des lendemains qui chantent. Ouais, pas réjouissant. Mais tu as lâché le terme d'après au pluriel. Déjà, c'est peut-être une petite étape. Je te laisse continuer, Jean-Christophe. J'avais une idée de relance, mais tu avais quelque chose à dire. Je t'en prie. Alors revenir. Oui, parce que du coup, c'est vrai que dans le livre, ils sont tous les deux insistent bien que cette autonomie, comme tu dis, c'est une fausse autonomie. D'ailleurs, il parle d'autocontrôle, qui est vraiment. Il y a deux phénomènes. C'est pour peut-être les gens qui connaissent pas le livre. Il y a le fait que cette autonomie, c'est en fait un autocontrôle. Ça veut dire que c'est les prestataires qui se retrouvent aussi à gérer le risque. Donc c'est un auto-risque. C'est-à-dire que le risque était pris par une structure sociale, par un certain nombre de droits, n'a plus lieu puisque en fait c'est plus des salariés mais c'est des sortes de prestataires vendeurs et du coup ils se chopent tout le risque. Et il y a tout le côté réputationnel qui fait que cette autonomie devient un autocontrôle parce que on doit veiller à avoir une bonne réputation et à pas faire trop chier en fait. Et du coup, alors moi c'est intéressant parce que je sais que tu cites très souvent à bon escient le web affectif et le travail de Camille Allouin et de Julien Pierre qu'on fait vraiment un écrit remarquable. Et avant ça, bon, ils avaient travaillé sur la réputation et notamment leur réflexion sur le web affectif et comment de mettre des likes, commenter, partager, etc. Était lié au fait à une économie de la réputation et en fait quand parce que moi j'ai lu ce livre là, le nouvel explicatisme après en fait et du coup je me remémorais en fait je me disais en fait ce qui est décrit dans le web affectif c'est annoncé dans le néo-management des années 90 et en fait ce qui était décrit comme quelque chose d'émergent, là c'est intéressant par avec l'idée d'après, ce qui était décrit comme émergent, là c'est cristallisé dans un type d'économie qui reflète aussi quelque chose de la société, pas exactement pareil, mais l'idée que on doit être désirable, qu'on doit parler de nous, qu'on doit, c'est quand même un truc et qui est lié aussi au fait que on devient auto-entrepreneur. Et ce qui est rigolo dans le livre dans le livre, il y a déjà des expressions, genre être sa propre entreprise, être entrepreneur de soi. C'est ça, mais tu sais, c'était chômeur, créez votre entreprise. C'est vraiment vraiment ce moment charnière. Donc c'est pré-internet, mais oui, Internet et tout le personal branding, etc. a permis évidemment de réaliser, de mettre en forme une partie, en effet, des conceptions néo-managériales. Et en plus, alors on peut se dire qu'aujourd'hui, il y a une couche, tu avais cette couche intériorité, expressivité, mais tu as vraiment l'idée de s'attaquer aux affects, donc infralangagier. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on va exprimer cet infralangagier, c'est cette zone affectuelle via des likes, des emojis. Donc on est dans même dans l'adresse. Même dans l'adresse chez les youtubeurs, on disait dans la discussion qui a précédé celle-ci, le fameux j'espère que vous allez bien, qui est introductif et qui est complètement, je dirais, nous on prenait la précaution, par exemple sur certains de nos lives, de dire pour ceux qu'on connaît, effectivement, on vous embrasse, on vous salue, pour les autres, portez-vous bien. Tu vois, ça, pour réinjecter, peut-être pas une neutralité, mais une dimension de rapport. Je me permets d'intervenir parce qu'il y a un point qu'on a évoqué un petit peu plus tôt sur la question
question des héros et donc je vais pas y revenir, mais sur peut-être sur la question des cultures des fans. Comment est-ce que on a dit qu'on parlerait aussi d'effondrement. Là, je penserais à d'effondrement peut-être émotionnel ou d'attachement au moins. Comment est-ce que les fans justement, alors là je m'adresse à David, mais évidemment c'est très large, mais réagissent enfin, ça veut pas dire forcément que tu aies eu Pléiade de retour, mais face à un peu cette chute finalement du modèle, on a dit déjà qu'il se retrouvait finalement en chaussons et non pas en tenue de Mad Max, et qu'en plus ces fameux héros qui dans leur imaginaire tant construit que ça se retrouvent maintenant complètement le bec dans l'eau et que l'actualisation n'est pas possible face à l'impact du réel, quoi. Est-ce que tu as des retours de fans ou est-ce que toi dans tes réflexions il y a quelque chose de cet ordre-là? Il y a plusieurs choses. Ce qu'on constate déjà qui est intéressant, c'est qu'il y a une mobilisation très importante, notamment d'Hollywood, face au fait qu'ils sont chez eux aussi. Et ce qui est intéressant du coup là-dedans, c'est que l'épidémie a un côté, pour le coup, égalitaire de ce point de vue-là, même s'ils sont enfermés dans des maisons beaucoup plus grandes et beaucoup plus agréables. Mais au moins, eux aussi, ils ont cette dimension, on est chez nous, on fait des zooms. Hein. Et du coup, ça crée un rapprochement. En tout cas, dans les travaux sur les célébrités, il y en a beaucoup de trucs sur le fait que la célébrité, ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure, hein, se crée une persona, une forme de personnage, notamment avec les réseaux sociaux, basé sur une forme d'authenticité, de proximité avec son public, hein, qui est très importante aujourd'hui. Il faut être vrai, il faut parler cash, etc. Et là, on a eu un renforcement de ça très très fort dernièrement, justement parce que les stars hollywoodiennes ou les gens qui font des talk shows aux États-Unis ne peuvent plus tourner, etc. Donc ils font des Skype à la maison et les films ils mettent sur YouTube, hein, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a ce côté, regardez, on est chez nous, on fait à manger. Alors, ils sont beaucoup moqués, hein, avec des mèmes, Oui. parce que regardez votre souffrance à vous, de pauvres célébrités qui souffrent. On fait notre pain, mais avec un Magimix, nous. C'est ça. Thermomix. Thermo, pardon. Mais en même temps, de côté, c'est un énorme succès. Hein, ça marche très très bien sur les réseaux, tout ça. Et il y a des interviews de stars, des quiz, des jeux, etc. entre eux, des petits challenges, comme on avait déjà vu pour des occasions humanitaires qui avaient déjà eu lieu. Et donc chez les fans, on a transféré le fait que, en effet, il n'y a plus trop de sorties de gros films, par exemple hollywoodiens, les séries télé, les tournages sont tous arrêtés, etc. On a transféré beaucoup vers justement ce qui se passe soit sur Twitch, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ou avec les célébrités, les acteurs, etc., mais qui jouent plus un rôle, en tout cas qui jouent le rôle de leur vie, qui est celui de eux-mêmes, mais eux-mêmes mieux 2.0, avec cette valeur d'authenticité qui est toujours partout. Je pense aussi au livre de La France du fake de Jean-Laurent Casselli, qui est excellent sur là-dessus, où il décrit la France aujourd'hui, la France de l'Instagrammable, quoi. C'est-à-dire que le restaurant à l'ancienne de ma grand-mère, mais qui est des recettes revisitées, fait avec maison, des aprons Vichy pour que ce soit sur Instagram, mais qui ne renvoie à aucune réalité authentique, si ce n'est un village parfait français, comme on voit dans certains films français, mais qui cette idée qu'on peut, alors que la réalité des Français, c'est pas ce village-là, en fait, c'est justement des villes de banlieue qui n'ont pas ce côté bucolique avec des villes de chevaux, quoi. Et du coup, cette authenticité fake, elle est partout, et aussi justement dans la manière dont les personnalités ou les célébrités se présentent sur Internet. Maintenant, ils sont quasiment tous gérés en plus par des boîtes de com extérieures, même quand c'est eux qui tweetent ou qui postent sur Instagram, c'est validé avant par un comité ou par un community manager. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment des fans justement interagissent sur les réseaux sociaux en un sentiment de proximité encore plus fort aujourd'hui qu'il y a pu y avoir depuis une dizaine d'années, parce que c'est un truc qui n'est pas nouveau, hein, le fait que les réseaux sociaux permettent ce sentiment de proximité très ambigu. Mais en même temps, ça s'est renforcé récemment, clairement, et on a l'idée, il a fait un live comme tout le monde, où il s'est invité sur un... Et en effet, comme le disait tout à l'heure Jean-Christophe, avec les youtubeurs, ou Laurence aussi, avec les youtubeurs qui se présentent... c'est super cool entre nous. C'est tout cet imaginaire-là. Les célébrités le reprennent finalement, s'inspirent des codes des réseaux sociaux pour reprendre ça. Donc les fans sont un peu dans l'attente et aussi vont se servir des réseaux parce qu'ils ont ça en ce moment et vont interagir avec les stars autrement. On est un peu presque dans la première partie de Truman Show, quoi. Dans ce que tu décris, c'est marrant. Avant que le mur tombe et que les placements de produits et les trucs sont... ok. Je vous laisse rebondir, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci si ça vous évoque des choses. C'est-à-dire, ça me fait penser justement à un autre mème, où je crois que c'est même Casselli qui a mis en avant l'idée que justement on pensait Mad Max et finalement on finit en charentaise, et puis on imaginait l'apocalypse, la fin des mondes, etc., comme sous les apparences d'un film de apocalyptique.
Et en fait, on fait du pain qu'on poste sur Instagram. Donc, il y avait aussi cette idée, voilà, de banalisation, trivialisation en fait, hein, de l'effondrement et de ses formes visuelles. Et on peut voir en effet que la façon dont même les journaux télévisés sont l'apparence des journaux télévisés a extrêmement changé puisque tout le monde fait comme Fly Rider le gilet jaune des lives Facebook ou des selfies vidéo. Hein. Donc, dans les formes que prennent justement télévisuelles ou numériques, que prennent justement l'apparition des célébrités ou que prennent les formes que prennent les journaux télévisés, il y a vraiment l'idée comme ça qu'on a une vernacularisation généralisée, que tout le monde finalement utilise à peu près les mêmes outils, avec les mêmes types de formats d'images et les mêmes défauts techniques. Et ça, c'est assez intéressant, voilà, d'observer que cette apocalypse, elle est en effet extrêmement sous ses apparences visuelles, elle est assez triviale, elle est de mauvaise qualité. Ça fait un peu film de série Z+, quoi. Et donc ça, c'est intéressant d'observer, voilà, les JT, de voir Jean-Pierre Pernaut faire un selfie vidéo comme ça dans son jardin, à parler de ses lilas. Là, pour le coup, c'est apocalyptique. Hein. Si on voulait être troll. Il y a une dimension un peu. Vas-y, mais pardon. Non, j'allais simplement dire, si on veut être troll, est-ce que ça change beaucoup? Mais je t'en prie, c'est beaucoup plus constructif, je pense que t'allais dire. Non, mais je pense qu'en plus, il y a toujours une dimension, dans toute forme apocalyptique, que ce soit dans les récits récents ou dans ce qu'on voit en ce moment, il y a une forme un peu de carnavalesque dans l'apocalypse, c'est-à-dire une idée de renversement. Carnavalesque, c'est la bactine, pour ceux qui connaissent, mais c'est l'idée de renversement de valeurs et de logique du monde. Donc, dans le carnaval classique médiéval, il y a l'idée aussi que ce jour-là, ou ces 3 semaines-là, parce qu'à l'époque, c'était autre chose, le carnaval qu'aujourd'hui, on pouvait cracher sur le curé ou sur le noble, et il était comme nous pendant ce moment-là. Ça n'allait pas durer longtemps, il ne fallait pas que ça déborde trop, mais en tout cas, on pouvait sortir tout ce qu'on avait à lui donner, et on a l'impression quelque part que là, c'est un peu un carnaval. Il est un peu comme nous, Jean-Pierre Pernaut, il est dans sa maison, il est coincé, et il n'est pas si différent alors qu'il descend un petit peu. Sauf que ça durera un temps, et il faut qu'il retourne après de son piédestal, sinon, c'est pour ça qu'il protège aussi le monde tel qu'il était, parce qu'il ne faut pas que le carnaval dure trop longtemps. C'est qu'il y a un exutoire passager. Ou alors on peut se dire que c'est la télévision sans strass ni paillettes qui serait la plus sobre. Donc ça peut être finalement la low-techisation de l'audiovisuel, notamment de la télévision et des médias, qui peut être la voie d'avenir. Donc, et ils gagnent de la confiance, je pense, aussi de l'authenticité, puisqu'on voit, comme nous, ils sont soumis à ces mêmes... finalement, ils prennent ces mêmes apparences de selfie vidéo ou d'autofilmage. Donc là, il y a une création de proximité et d'authenticité qui n'est plus que l'apanage seulement des youtubeurs, par exemple. C'est devenir un peu youtubeur, vlogueur de la star télé, hein. Ou de la star de cinéma. La fameuse vidéo de l'enfant qui rentre dans le plan pendant une interview sur la BBC. On en parlait, elle est merveilleuse. Mais du coup, on est en plein là-dedans, quoi. En fait, c'est ça, c'est très touchant. Si on a tous partagé cette vidéo, on l'a tous regardée, parce qu'on a un mec très sérieux en costume qui montre qu'il est dans une chambre qui est un peu mal rangée, qu'il a un enfant qui rentre parce qu'il y a la vraie vie qui est là aussi. Et ça aussi, oui, c'est un moment, on vit en fait, 2 ans avant, il avait prévu le moment dans lequel on vit. On vit que des vidéos comme ça en ce moment, quoi. Je sais pas pourquoi, mais en vous écoutant, surtout Laurence, avec la question de la low-techisation des reportages, de l'actualité, ce qu'on veut, je peux pas m'empêcher de repenser évidemment de manière très différente, mais le fait que des personnes comme Striptease ou Groland le font peut-être d'une certaine manière, indirectement depuis des années, voire des décennies, comme ça, en parlant, même si l'expression est un peu parfois détestable, de petites gens, et avec des moyens ou justement des effets qui donnent l'impression qu'il n'y a pas forcément de moyens. On a parlé pas mal des héros. Il y a une autre figure évidemment dans le carnaval des super-héros qui est celle du zombie. Je pense, Jean-Christophe, peut-être tu peux nous en dire, voire redire un mot sur la question, et en quoi est-ce que par rapport au monde d'après, c'est une figure qui d'après toi est extrêmement pertinente, et même à la figure du capitalisme, évidemment. Alors, en fait, moi, je parle de situation zombie.
parce que ça a un effet sur les espaces, sur le sens des espaces. Comme j'avais évoqué la dernière fois, l'hôpital dans les mondes de zombies devient un endroit dangereux parce qu'il y a plein de corps. Des endroits comme la police, notamment, il décrit ça dans le guide Survie. des survie en territoire zombie, le fait que des zones qui avant étaient des zones de sécurité et de discipline perdent leur ordre. Il y a le film dans les 28 jours, 28 jours plus tard, donc le premier, où les militaires qui sont censés incarner la discipline se laissent laisser à eux-mêmes, à leur pire pulsion, alors que ils représentent justement le pouvoir de la maîtrise. Et pour revenir au carnaval, justement, c'est quelque chose qui naît. Il y a, bon, je vais citer Foucault, mais dans Surveiller et punir, quand il parle de la cité, une autre cité, mais pas à part projet, mais c'est la cité pestiférée. Il dit que le moment de donc la cité ce qu'il appelle la cité de la paix, c'est une cité où pendant une pandémie, tout le monde va être enfermé chez soi, les gens vont être enregistrés, les gens pourront être autorisés à sortir que sur certaines conditions, et je crois qu'il prend la peste de Marseille, je sais plus laquelle, où les gens s'ils sortaient, ils se faisaient shooter. C'est un peu violent. Mais ils étaient enregistrés, il y avait des formes d'attestation. Et je crois que quelqu'un sur Twitter, un historien, avait retrouvé une attestation d'époque. C'était assez relativement proche en remettant à chaque fois les choses dans leur contexte. C'était assez rigolo. Et il décrit qu'en fait, au même moment où la discipline et la technologie disciplinaire s'instaurent, pendant la peste, il va y avoir aussi le carnaval, donc quelque chose de l'ordre de la fête, donc qui va pas durer longtemps, mais qui va être ce moment où les choses vont se renverser, où les gens vont se lâcher. Les films de zombies montrent parfaitement ça. Romero, la fameuse scène dans Zombie, enfin Dawn of the Dead, où à un moment les brigands arrivent et Max Brooks, donc qui remercie Romero à la fin de son livre. Reprend ça et il dit la pire chose sont pas les zombies, ce sont les brigands. Et finalement, dans le final de zombie, le problème c'est pas les zombies en fait, c'est les êtres humains, c'est le renversement des valeurs, c'est l'idée de. Il y a Walking Dead aussi qui montre aussi comment au niveau des subjectivités, ça change beaucoup et le personnage de Rich est intéressant pour ça parce que en fait, alors je vais spoiler. Hein, Attention à vous. C'est à la base une sorte de chef assez soft. Enfin, il donne des ordres, mais il reste assez raisonnable. Il va pas dans les extrêmes. Et il y a ce second Shane qui avant dans le monde d'avant était son second, son adjoint, qui lui est beaucoup plus sarkozyste, on va dire, beaucoup plus rentre dedans. Il dit non, c'est plus le monde d'avant. Parce qu'en fait, Rick, il veut retrouver et aussi d'autres personnages le discours d'avant. On doit rester civilisé. Et ce personnage de Shane, qui jouait, alors je sais plus comment l'acteur, il est génial, qui est celui qui va jouer The Punisher dans la série, qui lui dit non, c'est pas le monde d'avant. Il faut être sans pitié par moment. Il faut défendre son territoire. Et à un moment, la deuxième saison, Rick est obligé de tuer Shane parce que il y a une histoire autour de la femme de Rick. Et au fil et à mesure, il va voir la question. Alors c'est pas mal montré dans la série, je trouve, même si je suis pas fan de la série, je la trouve moyenne, mais là-dessus c'est pas mal montré. C'est comment il se chénéise, il devient Shane par moment. Et il y a une scène, je sais plus si dans quelle saison. La 4 ou la 5, quand ils sont à Alexandria, donc une nouvelle cité où ils peuvent se reconstruire plus ou moins quelque chose comme de l'ordre de l'avant, avec de l'eau chaude, des maisons, etc. Il va tourner autour d'une femme et là il va péter un plomb. Parce qu'il y a aussi l'idée de eux, comme ils sont étrangers, ils vont pas forcément être acceptés. Ils disent peut-être on devra prendre le pouvoir d'Alexandria. Donc tout ça se mélange en fait. Et il nous refait une scène où il a les mêmes mots que Shane en fait quand il a pété les plombs avant de se faire descendre. Il y a l'idée que comme ça, dans cette histoire-là, nos identités se modifient. On peut il y a des figures du monstre. Après, il se réhumanise, on va dire entre guillemets. En tout cas, il redevient raisonnable
c'est fait un peu rapidement. Bon, Oui. après, c'est problèmes d'écriture. Bon, c'est pas forcément. Sur toute la série. Mais, bon, il n'est pas forcément très bien écrite, hein, mais en tout cas, voilà, il y a au moins ça qui est montré. Comment les politiques, elles pourraient, en tout cas, Ah oui. elles peuvent se recréer comme en plusieurs époques. Alors là, c'est l'hétérotopie puissance max, c'est que dans Walking Dead, il y a des cités qui sont de différentes époques. Il y a la cité industrielle, il y a la cité du Moyen-Âge, il y a la cité, la petite ville, et tout ça, bah, ils vont plus ou moins se co-organiser, et s'affronter, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans l'histoire de zombies où les espaces, à la fois, ils sont modifiés dans leur signification, à la fois, ils sont mélangés. C'est une sorte de presque de musée presque où les époques sont mélangées, mis bout à bout, confrontées. C'est un Westworld un peu, parce que j'ai pas encore vu la série, mais dans ce que tu décris, ça ressemble Westworld, un peu dans le côté non, pas muséification. vraiment, Non, d'accord. non, c'est Westworld, c'est l'idée Tu parles de Westworld, la série avec les robots, Oui. qui est. Ah bah regarde là, pour une fois, j'ai trouvé que c'était bien traité la singularité. D'habitude, D'accord. c'est très mal traité, je trouve. Et là, je dis pas comment la singularité arrive, mais l'idée est géniale. En plus, elle est vraiment liée à des réflexions sur les intelligences artificielles, etc. Et c'est vraiment bien montré. En plus, on comprend vraiment. D'accord. Mais par rapport à ce que voilà. tu expliquais, c'est pas vraiment ça. C'est pas ce type de Non, parce muséification qu'en dont tu fait, parles. c'est un parc d'attractions, Ouais, d'accord. Westworld. Et voilà, c'est Ok. des esclaves du divertissement, les robots. Et voilà, il y a Ah. tout un truc. Mais Le... c'est un autre thème. Voilà, D'accord. c'est un thème différent. Moi, si je voulais reprendre un petit peu ce fil du zombie, donc héros, zombie, parce que on se demandait, c'est David qui a démarré en faisant l'hypothèse que tout cet imaginaire post-apocalyptique et tous ces récits de science-fiction qui ont été rédigés depuis tellement d'années par tellement d'auteurs et d'écrivains pouvaient pourvoir en ressources, notamment pour appréhender des situations de crise, d'effondrement, de catastrophe. Et il se trouve, et je te l'ai envoyé, Jean-Christophe, que le centre de prévention, le CDC américain des États-Unis, a fait toute une page en fait autour des zombies. Faisant le pari que tous ces lecteurs, spectateurs abreuvés de ces histoires de zombies pouvaient être finalement plus réceptifs à des consignes et étaient peut-être plus préparés à tout un ensemble de gestes, de précautions sanitaires. Et donc, ils ont créé un blog et une page spéciale, la préparation des zombies vis-à-vis des pandémies et des épidémies et des pandémies. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça valide le fait qu'en effet, à quoi sert la fiction? Bah, elle nous sert à agir. Et là, bon, on imagine, je sais pas, que la PHP fasse une page zombie. Ça paraît incongru, mais c'est ce qui s'est fait. Et donc, vous regardez le cdc.gouv. Et vous voyez une page, tout un ensemble de pages, de blogs adressés aux zombies. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et toujours autour de ce fil zombie, ça me fait aussi penser à un physicien qui fait un travail extrêmement précieux aujourd'hui, qui s'appelle José Alloy, qui travaille notamment aussi avec Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet, Diego Landivar, Cyprien Tazé, tout un ensemble en fait de chercheurs qui essayent à la fois de penser les effondrements et créer des formations, dont un prochain master à Lyon et à l'école de commerce et avec Strait, l'école de design, pour justement former à la fois aux enjeux, mais aussi imaginer des réalisations possibles pour opérer ce qu'ils appellent donc la redirection écologique de la production, et notamment via le design. Et donc José Alloy a cette
il est à cette image des technologies zombies, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on est en train là d'utiliser comme technologie, qu'on nous présente comme du high-tech, etc. Donc c'est pour rejoindre un petit peu la discussion high-tech, sont des technologies zombies qui d'une certaine façon sont des survivances d'un monde qui est un monde en déréliction et en voie d'effondrement. Voilà. Et ça, c'est c'est deux mobilisations dans deux champs différents. Le champ à la fois médical et le champ notamment de la géophysique, hein, qui est le champ d'intervention de José Aloi, qui sont intéressants de voir voilà, comment des catégories culturelles peuvent aussi outiller à la fois le monde de la santé et le monde des sciences physiques ou de l'ingénierie, etc. Eh ben, ça tombe très bien, tu as anticipé une transition que j'allais faire, Laurence, et je vais te redonner la parole et à vous deux, parce qu'on approche doucement mais sûrement déjà de la fin de l'intervention. C'est le travail, effectivement, de Alexandre Monin, Emmanuel Bonnet, tout le labo Origen, qui avait fait une expérience assez intéressante et que je croise les doigts, parce que normalement Emmanuel aurait dû être avec nous sur certaines discussions, mais faute de temps, ça n'est pas possible, mais c'est partie remise. Donc il est parti, Emmanuel, entre autres choses, hein, sur une recherche dans le cadre de sa thèse, que je rappelle très brièvement. Et surtout, il a cette phrase que je trouve très intéressante, qu'il avait utilisée sur un autre podcast qui s'appelle Le Grain, et où il disait ce n'est pas un concept, en parlant évidemment de l'épidémie, mais c'est quelque chose, le confinement, pardon, mais c'est quelque chose d'expérimenté. C'est ça vraiment la différence notable qu'il rappelle très rapidement. Et son cadre de recherche, donc c'est une situation volontaire en fait de confinement de 15 jours dans l'Utah pour une simulation d'exploration spatiale. Donc en gros, c'est 6 personnes dans un 20 mètres carrés. Et il explique autour de tout cela, et après je vous laisserai en guise de conclusion discuter sur ce point-là, et je pense que ce sera une bonne conclusion, tout ce qu'il en a observé. Et moi j'en retiens, entre autres choses, qu'on en a parlé ensemble en off, l'image de cliché deleuzienne, qui est très intéressante, qui m'a vraiment fait ressortir mes souvenirs de Image Temps et Image Mouvement, qui sont des écrits de Deleuze sur le cinéma, et de cette idée que avec ces images clichés, lorsqu'on se rend compte que ce fameux kairos dont on parlait au tout début, hein, saisir, agir, c'est la solution, bah non, y a des moments, même si on saisit l'instant et qu'on agit, eh bien ça n'a pas forcément d'impact. Et qu'est-ce qu'on fait une fois que l'impact sur le cliché qu'on a à l'esprit, cliché apocalyptique, cliché de confinement, etc., ne fonctionne pas? Voilà, je m'arrête là, je vous laisse vous saisir chacune, effectivement, à la fois du travail d'Emmanuel, d'Alexandre, du groupe Origène et tout ce que j'ai pu en dire. Voilà, boum. C'est difficile de parler à leur place, hein, oui. Donc C'est on a peut-être mentionné une ouverture. Voilà. Le travail voilà, admirable et inspirant qu'ils développent en ce moment, avec notamment le fait de mettre en avant que toutes ces nouvelles technologies sont plus des technologies zombies, qu'il faudrait aligner aujourd'hui les organisations sur les limites planétaires, et donc avec notamment, je les avais invités au colloque écologie mobile, on s'était saisi la question écologique, le coût écologique environnemental du smartphone par exemple, et donc ils avaient proposé la dernière en conférence inaugurale ce que pourrait être la dernière start-up, donc cette idée que au lieu de continuer à développer plus par exemple d'applications de tracing, de développer plus encore de chiens clones drones qui vont surveiller les porteurs de masques ou pas, de finalement penser à arrêter à un moment donné, faire l'inverse aussi, comme dit Latour, c'est quand même beaucoup inspiré de la pensée aussi de Bruno Latour et d'autres, mais pas que, mais vraiment penser à ne plus poursuivre des développements technologiques dont on n'a pas les moyens, mais ce qui ne veut pas dire de ne pas inventer d'autres formes, d'autres technologies ou des technologies autres, mais voilà, d'être dans ce travail de ce qu'ils appellent la redirection, et ce programme ils appellent le closing world, c'est-à-dire il faut penser peut-être à fermer l'innovation et ne pas la poursuivre puisqu'elle peut s'avérer assez mortifère
Et on le voit vraiment, ce que je disais tout à l'heure, le vainqueur, ça peut être ce capitalisme de surveillance, en fait, puisque le numérique, avec ce confinement, est plus fort que jamais. Il est conforté dans beaucoup de ses usages. Et donc ça, c'est là pour vraiment demain, le post-confinement, c'est vraiment à surveiller. Il faut vraiment surveiller ce capitalisme de technosurveillance parce que c'est finalement ce qui est déjà en marche, comme dirait un amateur de tigre, un dresseur de tigre. Et de jambon et de fromage. Est-ce que peut-être Jean-Christophe ou David, vous aviez un dernier petit mot Ça fait une bonne transition avec la thème du zombie juste avant, parce que la métaphore tarte à la crème du zombie, c'est celle que le zombie est une métaphore du capitalisme. Et moi, je pense à l'introduction du film Shaun of the Dead, l'excellent film Shaun of the Dead de Edgar Wright, où en fait, on montre des humains qui sont pas malades, qui sont pas mordus par les zombies, qui sont des humains, mais dans des tâches extrêmement répétitives. Et donc, je pense supermarché, ils font la queue, ils font en ligne, en plein de choses, ils sont dans les usines. Et donc, ils sont zombifiés. Donc, vraiment c'est une aliénation marxiste mise en image clairement. Mais, et du coup, voilà, c'est ça, c'est ne pas devenir des zombies, parce que en fait, toute l'idée, c'est qu'on l'est déjà un petit peu. Et donc, du coup, de se créer des contraintes sous la fausse autonomie, la fausse liberté qu'on nous promet tout le temps. Au contraire, se donner des contraintes, c'est créatif. En fait, on le sait dans le monde artistique, c'est connu depuis très très longtemps. Et ben, la créativité sous contrainte écologique ou sous contrainte de finitude du monde, elle peut être immense. Alors que la liberté totale de peut-être ce que vous voulez, vous êtes dans un monde génial où vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, elle est un peu handicapante aussi, parce que finalement, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Donc finalement, la contrainte, en effet, est une forme de créativité qu'il faut appliquer au monde dans lequel on vit. Ouais. Mais redonner du sens effectivement à cette phrase-là, parce que c'est vrai que on l'a tellement entendu ad nauseam, ce fameux la créativité vient de la contrainte, mais dans une optique très bourgeoise. Je rebondis sur ce que tu disais des stars dans leur baraque. Oui, ils sont confinés, mais quid effectivement de ce qu'ils ont à disposition de par chez eux pour pouvoir penser, entrer en interaction, se renarcissiser, être éventuellement émotionnellement stable, et j'en passe. Jean-Christophe, peut-être terminer avec toi. Je vais rebondir exactement juste après avec cette fameuse phrase sur la contrainte, parce que la phrase, c'est pas juste ça. Il dit l'art, donc c'est Gide, il dit l'art naît de contrainte, certes, vit de lutte et meurt de liberté. Donc, c'est-à-dire, si ça peut partir de la contrainte, ce qui n'en est dérivé, c'est tout autre chose. C'est l'idée aussi chez Foucault que finalement la subjectivité, si elle dérive des formes de pouvoir et de savoir, elle acquiert son autonomie, et c'est autre chose, quelque chose qui y échappe. Et justement, c'est la question, je pense, qui peut être commun à tout ce qu'on a dit là vers la fin, c'est l'idée de contrôle, parce que l'idée forte des logiciels libres, c'est de retrouver le contrôle en fait. Sur les technologies, sur le code. C'est pour ça qu'on peut le modifier si on en a la possibilité, évidemment. Mais après, il y a plein de modalités d'agir dans un libre. On peut faire des outils, on peut corriger les fautes d'orthographe, on peut diffuser, on peut en parler. Enfin, voilà. Enfin, il y a vraiment, c'est très très large en fait. Qu'on dit, mais c'est l'idée que les technologies sont plus des en plus, les technologies de technosurveillance, c'est des technologies de contrôle. Et l'idée, c'est que, voilà, à la fois, on ne perd plus le contrôle de l'innovation pour être quelque chose qui presque se passe au-dessus de nous, quoi, de façon, un peu comme ça, transcendantale. Et ça rejoint l'idée, puisqu'on a parlé d'horizontalité, etc., c'est que c'est très criant dans le capitalisme, donc 90, qui a repris certaines idées de 68. Il parle d'horizontalité, mais si on lit Guattari, il parle pas d'horizontalité, il parle de transversalité. Et c'est tout autre chose. Parce que l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on est tous au même niveau dans quelque chose où, en fait, on est un peu démunis, on fait comme on peut, et la verticalité, c'est le pouvoir hiérarchique. Et la transversalité, c'est plutôt l'idée que tout communique entre eux, avec une capacité de se commodifier. Et c'est tout autre chose, en fait. C'est comme si, en fait, le capitalisme des années 90, il avait pris la transversalité, l'avait aplati. Et avec, de l'autre côté, un pouvoir financier extrêmement vertical et applicatif. Donc, je pense, c'est redresser l'horizontalité pour reprendre le contrôle.
Bon, bah on finira sur cette transversalité pour ce monde d'après. Je vous remercie infiniment, vraiment à tous les trois. Je vous invite, si vous le souhaitez et si vous en avez le temps, évidemment, à nous rejoindre tout à l'heure aux alentours de 20h45 pour passer faire un coucou bye ou quoi que ce soit. Sinon, de toute façon, je pense que ce soit monde d'après ou pas, qu'on se retrouvera pour discuter, pour échanger. Prenez bien soin de vous et effectivement, pour les gens dans le chat, vous avez toutes les infos, comme je vous disais au début, avec un petit point d'exclamation info. Vous avez un site à mettre sur vos favoris, vous aurez toutes les ressources et on se retrouve à 19h pour la dernière intervention de ce cycle Penser le confinement. Merci. Ciao. Ciao.